Le papier à dessin, qui à l'époque n'était peut-être pas aussi courant qu'aujourd'hui, surtout pour être employé par un enfant de cet âge, était remplacé par des journaux. Les journaux de l'époque possédaient un bord blanc, non imprimé, beaucoup plus large que ceux d'aujourd'hui. Je remplissais de dessins et de peintures tous ces bords blancs, des heures et des heures durant, encouragé et soutenu par tante Johanna et apprenant la patience indispensable à ce genre d'activité grâce à tante Joséphine. D'après les gens qui me côtoyaient à cette époque, notamment les membres de la famille H, qui étaient de quelques années mes aînés, j'ai dû remplir des kilomètres de ces bords de journaux. Il est curieux de constater que l'emploi toujours actuellement la technique des margelles dans mon travail. Les margelles sont les bords qui entourent le tableau, et qui rappellent des bords de journaux. Certains ont dit que je m'inspirais de l'œuvre d'Alechinsky pour cela. En fait, on remonte bien plus loin dans le temps. On retrouve également l'apport des jouets dans mes œuvres récentes. Les jouets enfermés dans des cages, thème que j'ai beaucoup employé, sont peut-être en partie les jouets inaccessibles du magasin de la Kirchstrasse. Au centre des margelles, on trouve souvent des jouets cassés qui attendent la réparatrice improbable qui n'est plus là. D'ailleurs, aujourd'hui on ne répare plus, on jette. La cage pourrait également signifier un dernier refuge pour ces jouets qu'on ne veut pas voir disparaître, un endroit où on est sûr de les retrouver son enfance, les autres n'y ayant pas accès. Les chambres à coucher se situaient du côté de la Kirchstrasse. Les fenêtres me confrontaient directement avec les imposants clochers vers de l'église Saint-Nicolas. Cette vue était, à coup sûr, très rassurante pour les deux sœurs extrêmement pieuses. Souvent j'accompagnais tante Johanna pendant ses courses. J'ai clairement en mémoire la statue entourée de fleurs sur la place du marché devant le Grenseco. Nous achetions la maquée quelque part dans la rue du Couvent, poursuivant jusqu'au cimetière que je considère, je ne sais pourquoi, encore toujours comme un des plus beaux que je connaisse. Celui de Venise est évidemment sublime, mais j'ai l'impression que lorsqu'on y est enterré, on est vraiment mort, peut-être à cause de l'eau qui l'entoure et du tableau « Le aux morts » de Beuclin. Celui du Père-Lachaise à Paris est le cimetière où l'on a la meilleure compagnie, mais j'espère faire ma sieste définitive un jour à Eupen. Nous rentrons par la Kirchgasse pour rejoindre le magasin. J'ai dû loger à la Kirchstrasse bien plus souvent qu'à la maison parentale. C'est en tout cas ce que ma mémoire a choisi de garder. C'était chez moi. L'endroit où l'autorité, l'amour et l'intérêt de tante Johanna remplaçaient tout ce que je ne trouvais pas ailleurs. Et ailleurs était sans doute soulagé que quelqu'un me prit en charge. Un beau jour, on m'annonça que les deux sœurs allaient déménager. Elles habiteraient dorénavant une maison de la Hufangas. Cette maison est actuellement occupée par le cabinet et la résidence du docteur RH. Elles continueraient, pour un certain temps du moins, à travailler dans le magasin de la Kirchstrasse. Elles n'étaient plus très jeunes. Une fois de plus, j'allais découvrir un endroit magique. La maison était très vaste et le jardin, aujourd'hui, on dirait le parc, qui se prolongeait à l'arrière était immense, en tenant compte des références d'un enfant. Ce jardin ainsi que le potager étaient laissés à la compétence de HJH. C'est lui qui, entre deux plantations de carottes ou de salades, a fabriqué mon premier arc et mes premières flèches, bien que je ne sois devenu un Indien que beaucoup plus tard. C'était à mes yeux un endroit extraordinaire. D'immenses vieux arbres, des haies, des fleurs, sans doute des voisins mais que je ne voyais pas, mes premiers contacts avec les oiseaux. Toutes ces choses que je revis si intensément aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. Je n'ai plus d'arc et de flèches, mais quand je retrouve la nature et les arbres, je redeviens un Indien. Je n'ai pas, ou presque, de souvenirs de jeux partagés avec d'autres enfants de mon âge à cette époque. Je ne me souviens pas avoir vu d'autres enfants dans le jardin de la Hufangas. Peut-être était-ce interdit ou n'en éprouvais-je pas le besoin, ou bien les jeux effacés de ma mémoire. J'ai le souvenir d'un enfant toujours entouré d'adultes, quelquefois des enfants H qui étaient plus âgés que moi. J'ai parcouru des centaines de fois la Hufangas, accompagnant les tantes dans leur navette entre la maison et le magasin. Elles disposaient du rez-de-chaussée de l'immeuble de la Hufangas. La vaste cuisine qui servait en même temps de salle de séjour, donnait sur la véranda et le jardin. Le vieux poêle de Malines d'où sortaient les gâteaux, la fameuse horloge pendule en bois et en cuivre que je possède d'ailleurs toujours, que j'ai trimballée avec moi dans toutes mes pérégrinations d'homme adulte et qui est peut-être l'horloge la plus voyageuse du monde. Le Jésus qui montre son cœur qui saigne, le divan dans lequel il fallait s'asseoir, trop souvent, pour dire, ou plutôt laisser dire, les innombrables chapelets, dédiés à un nombre incalculable de bonnes causes. Si seulement le docteur H savait combien de chapelets m'ont coûté ses études. À ces fameuses heures de chapelet apparaissait subitement la vieille bonne qui habitait au premier étage. Elle était encore plus âgée que les deux sœurs, mesurait à peine 1,50 m et avait servi les familles H et B toute sa vie. On lui permettait de terminer ses vieux jours à l'endroit où elle avait travaillé toute son existence à servir les autres. J'avais l'impression qu'elle avait au moins 120 ans,
alors qu'elle devait en avoir 80 ou 90. Elle ressemblait à une vieille pomme qui ne serait jamais tombée de l'arbre. Elle s'appelait Léna et était heureuse qu'on l'invitait aux séances de chapelet qui représentaient sa seule distraction. J'étais fière d'être presque aussi grand qu'elle. Finalement, ce n'était pour moi qu'un vilain moment à passer et le reste du temps était tellement agréable. Je leur devais bien cela. Cela faisait comme un bruit d'insectes dans la pièce. Comme une mouche qui vole, avec de brusques accélérations quand elles arrivaient à une nouvelle dizaine. BRBRSSS Brus. Une chambre double, assez vaste, donnant sur la rue, servait de chambre à coucher. 2 grands lits, sans doute aussi âgés que leurs occupantes et qu'on avait déménagé de la Kirchstrasse avec le reste et dont les ressorts produisaient une musique et un tintamarre incroyable à chaque mouvement des dormeuses. Un petit lit, plus silencieux que les 2 autres qui m'étaient destinés. Il régnait une odeur persistante dans cette pièce, une odeur de vieille personne qui me dérangeait quelquefois. Le seau hygiénique trônait entre les 2 grands lits, ce qui me dérangeait également, d'autant plus que la toilette était à 5 ou 6 mètres de là. Chaque soir avant le coucher, c'était le rituel des cheveux de tante Johanna. On démontait son chignon, genre de pièce montée, assez imposante et qui tenait à grand renfort de pince à cheveux en métal. Une fois déroulés, ses cheveux formaient une longue tresse de plus d'1 mètre qui tombait le long de son dos. Je trouvais extraordinaire qu'on puisse avoir des cheveux d'une telle longueur. On se couchait tôt à la Hufangas. Dès 6 heures du matin, les tantes vaquaient à leurs occupations et il ne fallait surtout pas manquer la première messe de 7 heures. À côté de la chambre à coucher, le salon, pièce un peu mystérieuse, car presque toujours fermée à clé et qu'on n'ouvrait que le dimanche ou les jours fériés. Ou alors, exceptionnellement, pour recevoir un visiteur plus important que les autres, le docteur par exemple. Cette pièce renfermait le peu de mobilier de quelque valeur que possédaient les 2 sœurs. Pas grand-chose, elles n'étaient pas bien riches. Quelques tableaux, peints par un membre de la famille, le père H, qui avait été peintre amateur et qui n'était jamais revenu du front russe pendant la guerre. Une commode d'un style inconnu, sur laquelle une pendule sous un globe de verre ne s'arrêtait jamais, ce que je ne comprenais évidemment pas. Un canapé, toujours recouvert d'un drap pour ne pas abîmer le tissu, une table ronde et 3 fauteuils. Tout dans cette pièce était incroyablement propre. On la nettoyait régulièrement, on descendait les volets aux 3/4 pour éviter que le soleil n'entre dans la pièce, ce qui est mauvais pour les tissus recouvrant les meubles, et on refermait aussitôt à clé. Je crois que les petites économies des sœurs étaient dissimulées dans cette pièce. Je n'ai jamais découvert la cachette. Il devait bien y en avoir une, car à l'époque on n'allait pas à la banque comme on le fait aujourd'hui. Un beau jour, était-ce par hasard ou non, on me fit monter au premier étage. Ce fut, curieusement, mon premier contact avec les tableaux et la peinture. Les murs étaient tapissés de travaux du père H, portraits, paysages, scènes de genre et bien qu'il se soit agi de tableaux d'amateurs, sans réelle valeur artistique, ce fut pour l'enfant que j'étais une réelle et importante découverte. L'endroit ressemblait un peu à un temple où on vénère les objets d'un disparu. Comme dans la pièce du rez-de-chaussée, personne n'y entrait, sauf Léna, la vieille bonne qui faisait régulièrement le ménage. J'ai le souvenir de pièces plongées dans une semi-obscurité, sans doute à cause des volets fermés. Un peu comme un musée abandonné. Au bout d'un certain temps, suite à mes demandes répétées, je reçus la permission de m'installer à la table du premier étage. On me procura du papier, du vrai papier à dessin, cette fois-ci, des pinceaux et une boîte de peinture à l'eau, sans doute des aquarelles, des crayons et gommes, enfin tout ce qui était nécessaire. On recouvrit la table antique de papier journal, car il ne fallait en aucun cas qu'il y eût des taches. On ouvrit les volets pour l'occasion, dans ce musée improvisé, sans public, dans un silence absolu, je fis mes premières armes. C'est peut-être là que je suis devenu peintre plutôt qu'autre chose. Artiste, je le serais devenu de toute façon, mais le hasard qui s'appelait Johanna et Joséphine me mit dans les mains des pinceaux et des couleurs, plutôt qu'une flûte ou un piano. Je ne me souviens plus du résultat de ces premières tentatives. Il n'en reste à ce jour aucune trace connue. C'est bien dommage. Ce qui me rendait le plus fier, ce n'était d'ailleurs pas le résultat obtenu, mais le fait qu'on me fasse confiance, qu'on me permette de rester seule au milieu de ces belles choses. On me faisait confiance, ça, c'était important. Peut-être qu'un jour, par hasard ou par miracle, quelqu'un retrouvera l'une ou l'autre de ces premières tentatives. Je serais très touchée de les revoir. On estima que le résultat était encourageant. À partir de cette époque, les 2 sœurs s'arrangèrent pour que je ne manque jamais de matériel, et les séances de copie se succédèrent au premier étage de la Hufangas. Je suis sûre aujourd'hui que le rôle négatif, ou plutôt le non-rôle des parents, conjugué à la présence constructive et encourageante des sœurs ont largement contribué, et cela dès le plus jeune âge, à tracer une route qui dans ma vie s'est très vite avérée définitive.
À l'âge où d'autres enfants veulent devenir pompiers ou chauffeurs de camion, je savais déjà parfaitement ce que je deviendrais plus tard. Les années qui suivirent devaient m'apprendre que ce n'était pas un choix facile. Le dessin et la peinture, dont c'était pour moi la toute première approche, étaient peut-être déjà une forme de fuite. En dehors du contexte des sœurs, je devenais un enfant très fermé et difficile, se sentant à tort ou à raison rejeté et peu enclin, ou apte, à chercher lui-même à établir ou à forcer le contact avec les autres. J'étais déjà réfractaire à toute forme de cohabitation avec d'autres enfants. Je me souviens d'une tentative de camp de vacances à Moresnay qui fut un échec total. Une épreuve déprimante. Le camp était dirigé par des religieuses et je fus très soulagé quand il se termina. Il y a quelques années, j'ai conduit mon propre fils à un camp de vacances. Revenu à la maison, je me suis souvenu de ses larmes quand je l'ai quitté. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai refait la route inverse pour aller le rechercher. Cela me coûta quelques centaines de kilomètres, mais il fut tellement heureux de me revoir. Cette claustrophobie du groupe se répétera plusieurs fois dans ma vie, prenant parfois des allures tragiques. Cela, c'est pour plus tard. Il me reste le vague souvenir d'un déménagement à Rarennes, mais j'ai oublié tous les détails. Je crois que la dernière adresse à Eupen fut la maison du Kerweg, ce qui en flamand signifie un peu « revient et 21 degrés ». Cette maison se situe presque en face de l'actuel BRF. Charles et Maria, sans doute plutôt Charles, avaient eu l'idée d'ouvrir un café à la mode. Après quelques hésitations, ils lui trouvèrent un nom. L'endroit s'appellerait le Tabary. Le bâtiment existe encore aujourd'hui, même s'il est en mauvais état. C'était une bâtisse blanche, assez grande, flanquée d'un parking sur la gauche et d'un petit jardin sur la droite. Un grand néon vert et rouge fut installé sur la façade, inscrivant le nom Tabary en grandes lettres. L'aménagement intérieur fut très moderne pour l'époque. La piste de danse se composait de carreaux de verre de plusieurs couleurs et éclairés par en dessous, ce qui produisait un effet spécial. On avait placé une fresque derrière le comptoir dont le devant était recouvert de bandes noires et blanches. Tiens. L'endroit était joli, les affaires, au moins au début, marchèrent bien et pourtant tout cela n'apporta pas le bonheur espéré. L'ambiance familiale, pour autant qu'on puisse encore parler d'ambiance, se dégradait un peu plus chaque jour. Les disputes, plus violentes les unes que les autres, éclataient à tout moment. Charles buvait de plus en plus. Il ne devait même plus se déplacer, il trouvait tout sur place. Un soir, rentrant complètement ivre, il décrocha le grand miroir du mur du salon et se l'enfonça à travers la tête jusqu'aux pieds. J'avais assisté à la scène, comme à beaucoup d'autres d'ailleurs, les acteurs étant trop occupés à se détruire pour penser à éloigner le regard d'un enfant. Un membre de la famille, appelé je ne sais plus comment, devant la gravité de la situation, fit venir une ambulance et les gendarmes. J'assistais à toute la scène comme si j'étais au cinéma. J'étais souvent au cinéma, mais j'aurais préféré voir un autre film. On emmena Charles de force à l'hôpital, avec la lumière bleue qui clignote, la sirène et tout. Maria apparaissait comme une victime. Mais il y a rarement des effets sans qu'il y ait de cause. J'étais évidemment trop petit pour avoir une opinion ou pour porter un jugement. Les deux acteurs, comme toujours dans ces situations, se rejetaient mutuellement la faute. Quand, quelques années plus tard, j'atteignis l'âge de me faire une opinion, cela ne m'intéressait déjà plus. Je commençais à m'armer d'une profonde indifférence à leurs problèmes et à la situation dans laquelle nous nous trouvions. De toute façon, je n'avais pas le choix. Les deux sœurs n'étaient bien sûr tenues au courant de rien, mais elles se doutaient bien que la situation était plus qu'anormale. Moi, je passais le plus clair de mon temps seul à essayer pendant des heures à attraper dans le jardin des oiseaux, en leur mettant du sel sur la queue. Quelqu'un m'avait expliqué que c'était la meilleure façon de les capturer. À la suite d'une petite intervention chirurgicale, je reçus 2 poupées. Je crois qu'une des deux était plutôt un ours, que j'appelais Tintin, l'autre une poupée que j'appelais Jean. Des poupées pour un petit garçon, c'était curieux. C'est à cette époque que je dus subir ma première année scolaire.